Bon, du coup, je vais recommencer vite fait. Je m'excuse parce que je suis malade, je suis un peu dans le chat, donc je vais devoir me moucher, etc. Ça va être un peu relou. Je vais faire ça rapide, la présentation du CRI, parce que bon, la plupart d'entre vous savez déjà enfin, ce que c'est que le CRI, mais pour les potes qui nous regardent dans la caméra, coucou les petits pédestres, je vais faire un tour rapide. Du coup, le CRI, ça signifie Centre des ressources informatiques, et on gère notamment tout ce qui est compte utilisateur, l'infrastructure des assistants, donc que ce soit les ACDC, les Yaka, les ASM, les AQ. On gère aussi tout ce qui est la partie examen pour absolument tout le monde. Tout ce qui est la salle serveur, même si le matériel qui est dans la salle serveur ne nous appartient pas intégralement, on est responsable de l'intégralité de la salle. Tout ce qui est demande de budget pour les majeurs, les trucs comme ça, et les salles machines. Jusque-là, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Parce que j'ai commencé à parler de ça, et on va regarder tout de suite ce qu'on a comme matériel dans la salle serveur. Grosso modo, au CRI, on a une grosse baie dans laquelle on va voir quasiment l'intégralité de notre matériel. Il y a d'autres baies qui se baladent à droite qui nous appartiennent, mais c'est ultra anecdotique et du coup on va pas en parler. Et on va regarder directement ce qu'on a comme machine pour faire du stockage. Alors, on a un truc qui s'appelle de l'AFS, donc tous les étudiants Epitas savent ce que c'est que de l'AFS, mais en gros, pour ceux qui ne sont pas Epitas, c'est le réseau, enfin c'est le stockage dans le réseau qui permet de garder ces fichiers d'une session à une autre, parce que les ordinateurs en salle machine n'ont pas de stockage à eux. Du coup, on a toutes les sessions étudiantes et en pratique, on a trois machines qui sont des PowerEdge R330. Je vous invite à Google ça, c'est très intéressant. Ça représente environ 16 Tera de stockage et on en utilise à peu près 500. Faut savoir que même si on a trois machines, on n'est pas sur un truc ultra intelligent, c'est-à-dire que un étudiant est assigné à une machine. Donc s'il y a une machine qui tombe, il y a un tiers des étudiants qui n'a plus accès à son AFS. C'est un peu con. L'IFS, ce sont ces trois petites machines-là qui sont assez vieillissantes et qui font le taf encore. Et on espère qu'elles vont continuer à faire le taf pendant longtemps parce que c'est un peu intéressant ce qu'il y a dessus. Ensuite, pour faire du stockage, on a du Ceph. Alors le Ceph, c'est notre stockage pour tout ce qui va être Kubernetes. Je vais en reparler par la suite. Les images du PXE, pareil. Et tout ce qui va concerner en fait les objets des accus, les traces, les guides des étudiants, et en fait, tous ces trucs-là qui sont en rapport avec les accus. Je vais revenir en détail sur ce qu'est Ceph plus loin dans la conf. Et là, ce sont trois machines qui sont des PowerEdge R430, qui sont elles assez récentes parce qu'elles ont 1 an et 2 mois, et qui représentent 12 Tera de stockage pur. Alors après, comme on a de la réplication, etc., ça descend à 4 de mémoire, c'est div 3. Et ça fait quand même ça fait des belles bêtes pour le coup. Et ce sont les trois machines qui sont tout en bas. La particularité de ces machines-là, c'est qu'elles possèdent une interface réseau en plus qui permet d'augmenter en fait le débit. Donc on est sur du 10 gigabits seconde entre les trois machines et le switch cœur de réseau qui sera présenté juste après. Pour finir avec le stockage, on a deux NAS de la marque Synology qui nous servent principalement pour les backups. Rien à dire de plus, c'est des NAS. Il y en a un qui ressemble à ça et l'autre il est dégueu, il est posé par terre parce que c'est pas un truc qui va dans une baie. Et donc là, on a pas mal de disques durs. Je sais plus combien il y a de Tera, mais ça fait un truc qui est suffisant pour backuper absolument tous les trucs qui sont vraiment intéressants à backup. Sachant que notre Ceph, lui, n'est pas backup dans les NAS, vu qu'il se backup déjà lui-même, il a déjà suffisamment de redondance, on peut lui faire confiance. Ensuite, on a notre gate. La gate, c'est en fait la passerelle qui va faire le lien entre le réseau du bocal, donc ce qu'on appelle l'uplink, c'est par là où Internet arrive et c'est par là où on va communiquer avec les machines qui sont en dehors de la salle serveur, donc par exemple les salles machines, et notre réseau interne. Alors, j'ai mis réseau au singulier, en pratique c'est au pluriel. Je vais vous présenter un petit peu quels sont les réseaux internes qu'on pourra avoir au CRI. Elle fait office de pare-feu, c'est-à-dire qu'on va autoriser les requêtes qui nous intéressent et on va tège celles qui ne nous intéressent pas. Et en l'occurrence, c'est une grosse machine Dell qui est assez récente, qui a quelques mois, elle a été commandée en juillet, il me semble, qui fait bien le café, et qui est morte 2 mois plus tard. Du coup, elle fait un peu moins le café. Et pendant la piscine, on s'est retrouvé à avoir une machine qui était injoignable. On ne sait pas pourquoi. On descend en salle serveur et on la voit qui est allumée mais qui est complètement freeze. Impossible de récupérer la moindre information. Bon, on la reboot. On commence à regarder un petit peu les logs, les journaux système. On voit qu'il n'y a que dalle. Et en fait, la seule conclusion qu'on a pu en tirer, c'est que c'est un problème hardware. Et du coup, Dell va nous le remplacer. Et en attendant, on a une vieille machine, une R230 qui pue la merde, qu'on avait dégagée parce qu'en fait elle ne fonctionnait pas. Du coup, on l'a pris comme gate, c'est-à-dire l'élément central de notre infrastructure, le SPOF, le Single Point of Failure. Donc on a pris la pire machine et je pense que c'est un choix très judicieux. C'est bien sûr temporaire, on attend que Dell nous fasse le remplacement. Du coup, la gate morte, c'est celle qui est tout en haut, parce que comme c'est un truc super important, on se dit on la met en haut, comme ça, il y a un peu un sentiment de supériorité hiérarchique. Et la gate de remplacement, c'est la machine qui est toute pourrie. Alors, ça se voit difficilement, mais vous voyez, il y a des trucs qui sont un peu bleus là. Bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème.
rouge, ça veut dire qu'il y a des soucis. C'est un petit indicateur. Mais c'est pas grave, on fait avec. Ensuite, on a des serveurs KVM. KVM, c'est le truc de virtualisation. En gros, c'est des serveurs qui vont nous servir pour plein de trucs. En gros, on va foutre des machines virtuelles et dès qu'on a un service qui a besoin d'avoir une machine virtuelle, ce sera une machine virtuelle qui sera posée sur un des KVM et on s'arrange pour avoir un peu une répartition de charge un peu intelligente. Du coup, au CRI, on a des dizaines de machines virtuelles. Je vais en présenter quelques-unes par la suite parce qu'on a des dizaines de services. En pratique, en fait, la plupart des services qui sont hébergés par le CRI, donc tous les intranets, les infrastructures d'examen, etc., tiennent dans des VM, du coup individuels. On a entre 24 et 40 cœurs CPU par serveur. Actuellement, on a 4 KVM qui sont en production et qui sont actuellement utilisés. Et on a entre 48 Go et 62 Go de RAM par serveur, ce qui nous permet de faire des choses à peu près intéressantes. On est, en fonction des moments des services qui tournent, on est entre 60 et 85% d'utilisation de nos ressources. Il y a des moments où ils commencent un peu à faire la gueule et c'est un peu problématique. Mais là, on commence à faire des migrations, on commence à avoir des nouvelles machines. Je vais les présenter juste après. Et du coup, ça va un peu mieux. Du coup, les KVM, ce sont ces machines-là qui sont voilà, quelconques. Je ne sais pas pourquoi je monte ça. On a une machine qui s'appelle Docker Node. En gros, dedans, on va mettre des conteneurs Docker en vrac. Je vais expliquer ce que c'est qu'un conteneur Docker par la suite, vous inquiétez pas. Et dedans, en fait, dès qu'on a un service, on estime qu'il ne mérite pas une VM parce que c'est juste un conteneur, on pose notre conteneur là-dedans. Il y a des moments où on en ajoute, des moments où on en supprime parce qu'il y a des besoins qui viennent, qui arrivent et qui s'en vont. Du coup, on a un GitLab qui est en train de crever et qu'on va remplacer par un autre qui est déjà en production et qu'on utilise déjà actuellement. On a un NetData, un Docker Registry et d'autres trois petits trucs qui se baladent. C'est une machine avec 48 Go de RAM et 24 cœurs CPU, ce qui est très large. En pratique, on n'est pas trop bridé par les ressources brutes sur cette machine-là. Et elle ressemble à ça. Cool. On a notre cluster Kubernetes. Alors ça, c'est le feu, c'est le futur, tout le monde va vous le dire. C'est 4 machines. Apparemment, en fait, on en voulait 3. On s'est planté sur le bon de commande, on a écrit 4 au lieu de 3 et c'est passé. Du coup, c'est gratuit. 160 Go de RAM par machine, 96 cœurs par machine. Voilà, petit malentendu, c'est pas grave. Dedans, on va mettre des services un peu en vrac. Donc tout ce qui va être le moulinage AQ, qui est ultra consommateur de CPU. Vous faites n'importe quoi. Enfin, arrêtez, s'il vous plaît. On va voir tout ce qui est intra-AQ. Alors quand il daigne marcher, il est sur Kubernetes. On va voir le nouveau GitLab CRI qui est accessible. Du coup, si vous allez sur gitlab.cri.pita.fr, vous pouvez l'utiliser. On a 2-3 trucs privés. C'est en pratique le GitLab que nous on utilise, sauf que la plupart de nos services sont en private pour des raisons qui sont à peu près évidentes. Et on a 2-3 autres trucs qui se baladent, mais c'est à peu près anecdotique, du coup je ne les ai pas mentionnés ici. Et ce sont les superbes 4 machines tout en haut qui sont très très belles. K8S, Kubernetes, il y a 8 lettres, donc K8S, plus rapide. Ensuite on a notre super switch cœur de réseau, qui est une belle bête. Alors ça a l'air de rien, mais ça vaut plusieurs milliers d'euros. On a des modules en fait, chacun des petits carrés là que vous voyez, c'est un module qu'on peut enlever et retirer. Donc là par exemple il n'y a rien, mais ça ne veut pas dire que c'est fixé. On peut rajouter un truc dedans et augmenter les capacités de notre truc. Et en l'occurrence dans les trucs qui sont intéressants, c'est qu'on a des modules qui sont à 10 gigabits seconde. Du coup sur les machines où on a besoin de faire énormément d'IO, comme notre Ceph, on a des cartes qui permettent de faire, d'avoir un débit qui est monstrueux. Et du coup Inch c'est plutôt bien. Et en pratique c'est plutôt bien. Ensuite, on a tout ce qui est la salle machine. Donc là, j'ai fait le tour des trucs intéressants en salle serveur. Il y a d'autres merdes, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler. Personne n'a envie d'en parler. Du coup, en salle machine, tous ceux qui sont à Epita, vous savez à quoi ça ressemble. En pratique, on a des Intel Nuke sur 80% du parc. Le parc, c'est 440 machines au KB, 166 machines à Villejuif, je crois, plus des postes temporaires qui ont fait popper au moment où on en a besoin, genre la piscine, les examens ou des trucs comme ça, qui sont aussi du coup avec des nukes. Les nukes, c'est des petits ordinateurs d'Intel qui tiennent dans la main et qui sont assez puissants. On a des écrans Imaya qui sont borderless 22 pouces, des nouveaux claviers, de nouvelles souris qui sont arrivés cet été. Donc là, on a des salles machines qui sont plutôt clean et qu'on espère durer au minimum 5 ans. Voilà, et rien à dire de plus parce que c'est pas très intéressant. Du coup, on va parler directement des services. Alors, qu'est-ce qu'on a au CRI comme service? Je vais commencer par du name dropping. Voilà, ça vous kiffez, il y a des logos, c'est joli, il y a de la couleur. C'est une sélection complètement arbitraire d'une partie des services qui sont actuellement utilisés pour le CRI, des technos qu'on utilise. Ok. Du coup, on va prendre un truc arbitraire pour commencer, la gestion des comptes. La gestion des comptes se fait avec un truc qui s'appelle OpenLDAP. En gros, c'est une implémentation gratuite open source d'un annuaire LDAP.
Un annuaire LDAP, c'est une base de données en fait d'utilisateurs. On va avoir une sorte de truc hiérarchisé avec des arbres et des trucs comme ça. On peut mettre des gens, on peut mettre des rôles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une liste de rôles. Bah, par exemple, on va avoir le rôle AQ, et du coup, bah, tous les gens de l'annuaire LDAP vont être, enfin tous les gens, tous les AQ vont être mis dans ce rôle-là. Et quand on va vouloir regarder s'ils ont la permission pour accéder à telle ressource privée, on regarde est-ce qu'ils appartiennent au rôle AQ. Si oui, ils passent, sinon ils sont rejetés. On va avoir par exemple les clés SSH. Donc sur votre profil dans le LDAP, vous avez la liste de vos clés SSH. En plus, bah, des trucs tels que votre date de naissance, votre adresse email, enfin ce genre de choses un peu basiques. Et c'est sur une VM. Voilà, donc on y arrive. On a une VM qui contient un OpenLDAP. Ensuite, on a l'intra-CRI, donc cri.pita.fr, c'est ce qui permet de gérer vos sessions, vos clés SSH, etc. En fait, c'est grosso modo un front-end. Hein. L'intra-CRI ne fait pas grand-chose de plus que se brancher sur le LDAP et présenter des informations qui sont habitables avec une interface un peu jolie. C'est fait en Django, en Python, par Nicolas Genito, qui est parti depuis maintenant 2 ans. Et c'est en cours de refonte. Ça devrait popper normalement d'ici janvier. On devrait avoir un nouvel intra-CRI qui est un peu plus stylé. On l'espère, on va voir. Ça, c'est évidemment également sur une VM. Donc on a une machine virtuelle qui correspond à notre intra-CRI. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça lance juste le serveur HTTP et on attend les connexions sur notre réseau interne pour servir les informations du LDAP en HTTP propre. Ok, là je vais arriver sur un truc un petit peu... je sais pas comment présenter ça, mais en fait, bon, c'est à peu près évident qu'au CRI, on héberge plusieurs sites. Bah, on a par exemple l'intra ACDC et l'intra CRI, on va prendre ces deux-là. Le truc, c'est que on n'a qu'une seule adresse IP publique. En pratique, c'est faux, mais pour ce cas d'exemple-là, on n'en a qu'une seule. Du coup, ça veut dire que si on tape sur la même IP, il va falloir faire la distinction de est-ce que je suis en train de demander l'intra CRI ou est-ce que je suis en train de demander l'intra ACDC. Comme je vous ai dit que c'était sur des VM différentes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un truc en amont des VM, donc il y a une VM intra-ACDC, une VM intra-CRI, il faut qu'il y ait un truc avant ces VM-là qui fasse en fait office d'agent de la route quoi, et qui redirige les requêtes vers les bons endroits ou qui rejette les requêtes qui n'ont pas de sens et qui ne sont pas au bon endroit. Quoi. Du coup, il faut qu'on fasse la différence sur ces requêtes-là et qu'on les répartisse, c'est ce que je viens de dire. Et ça, c'est le rôle de notre reverse proxy, donc qui fonctionne sur les protocoles HTTP et HTTPS. Et en pratique, HTTPS va s'arrêter sur ce reverse proxy-là. C'est-à-dire que votre connexion chiffrée et sécurisée va arriver jusque sur le reverse proxy. Et ensuite, du reverse proxy jusqu'à sa destination finale, genre l'intra-CRI, ça va être du HTTP plain text, donc pas chiffré. Ça permet d'économiser un peu de CPU et ça simplifie pas mal de choses. C'est-à-dire que tous les certificats pour faire de l'HTTPS ne sont présents que sur une seule machine. Plutôt pratique. C'est à peu près approximatif encore une fois, mais c'est pour vous donner une idée. Du coup, si on prend un super schéma pour illustrer ce que je viens de dire, ça c'est le logo de Nginx. Nous on utilise un truc qui s'appelle OpenResty, mais qui prend un Nginx et qui rajoute 2-3 trucs par-dessus. Et comme Nginx a un logo joli que tout le monde l'utilise, j'ai pris le logo d'Nginx. Là on a le réseau internet public machin. Et là au lieu de lire api.domain.com, vous allez lire intra.cri.pita.fr. Ici vous allez lire intra.cdc.machin, etc. Le reverse proxy va regarder le site que vous demandez et ensuite le dispatch sur la VM qui vaut bien. Et le HTTPS s'arrête là. Et ce truc là, c'est le logo de Let's Encrypt qui nous permet d'avoir des certificats gratuitement. Parce que oui, les certificats jusqu'à il y a peu étaient systématiquement payants. Donc maintenant, on peut avoir des certificats autant qu'on veut gratuitement grâce à des poteaux de Let's Encrypt. Donnez-leur de l'argent. En pratique, on a 2 VM. Pourquoi est-ce qu'on a 2 VM? Parce qu'on en a une qui est publique et une qui est interne. Alors qu'est-ce que j'entends par interne? C'est-à-dire que cette VM n'est accessible que depuis le réseau local de l'école, par exemple les salles machines. Du coup, on va avoir la machine reverse et reverse-PIE, PIE, le parc informatique de l'école. Le reverse PIE est totalement injoignable, même par nous, super administrateurs, directement depuis l'extérieur, et il faut absolument être sur le réseau local pour y avoir accès. Pourquoi est-ce qu'on a cette distinction? Parce qu'il y a des services qu'on n'a pas envie d'exposer à l'extérieur. Par exemple, le boot des salles machines passe par l'HTTP et on n'a pas envie que des mecs en Chine tabassent notre uplink qui a téléchargé des images depuis notre réseau. Ce serait un peu relou. Du coup, on fait ça et on filtre et ça se passe bien. Il y a d'autres raisons, il y a d'autres cas d'usage. C'en est un parmi d'autres. En pratique, si on regarde le nombre de sites, on en gère à peu près 115. Il y a point et point là-dedans, donc c'est 115.
Il y en a pas mal qui n'existent plus, qui sont des trucs de test, de staging, etc. Mais on a quand même plusieurs dizaines de sites qui sont au moins relayés par le CRI. Voilà, voilà. Du coup, vous allez poser la question, bon, je vous ai dit, il faut qu'on soit exposé publiquement, je vous parle de réseau interne, ça peut paraître un peu confus. Du coup, est-ce que mon reverse proxy, il est exposé publiquement? Alors, la réponse évidente, c'est oui, parce que sinon on ne pourrait pas taper dessus, mais non, parce que c'est pas si simple que ça. En l'occurrence, on a notre gate, qui, je vous ai dit, est la passerelle qui fait le lien entre le réseau externe public et les réseaux internes privés, qui va faire ce qu'on appelle du NAT. Et ça, c'est un vilain mot, et ça s'appelle du Network Address Translation. En gros, c'est un mécanisme un peu vénère qui permet de faire entre autres, il y a plein de cas d'usage, mais là, le cas d'usage dont je voulais parler, c'est pour faire de l'isolation des sous-réseaux. On va faire de la traduction d'adresses, et on va dire que nous, on n'a qu'une seule adresse IP publique sur laquelle tous les services vont taper. Et nous, derrière, comme on a plusieurs VM, chacune des VM va avoir une adresse IP interne, et ça va être le rôle de la gate, via le protocole NAT, de traduire en fait l'adresse IP publique qui a été demandée en l'adresse IP interne qui correspond au bon service. Donc il y a des trucs un peu tricky là-dessus. Du coup, elle va regarder les paquets, les modifier, genre changer l'adresse IP de destination, l'adresse IP source, etc. et les transférer selon des règles. S'il n'y a aucune règle qui autorise ce paquet à être transféré, la gate va tout simplement le drop et dire au mec va te faire voir. Du coup, on se retrouve avec une interface unique, une seule adresse IP, et c'est plutôt cool. Ça, c'est un mécanisme qui est très intéressant. En IPv4, on a 2 milliards et des bananes d'adresses IP, et on a depuis quelques jours utilisé littéralement toutes les adresses IP qui étaient adressables publiques. Peut-être à quelques exceptions près, mais là, on est en grosse pénurie. Et si jamais on n'avait pas ce système de NAT, ça signifie que chacun des sites qu'on avait, ou des services, on aurait pu vouloir avoir des adresses IP publiques différentes. Et du coup, au lieu d'avoir qu'une seule adresse IP publique, on en aurait eu des dizaines. Et donc là, c'est moins cool. Je schématise un peu, c'est pas forcément tout à fait vrai, il y a des subtilités à ajouter, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Et on a environ 500 lignes de configuration pour configurer justement ce NAT. Et donc on va avoir des super règles que je vais vous expliquer juste là, parce que c'est pas si compliqué que ça. Donc on va dire IP DADDR. Donc DADDR, c'est Destination Address. Donc là, si on arrive sur cette IP-là, donc là, il y a 3 IP qui sont cités. Donc ça va être des adresses IP publiques qui sont portées par la gate, c'est-à-dire que la gate possède ces adresses IP-là. Si on nous parle en protocole TCP et que le port de destination, c'est le port HTTP ou HTTPS, eh on va faire du DNAT vers notre reverse. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez et que vous envoyez un paquet HTTP à 163.555.21, qui est une des adresses IP publiques du CRI, ce paquet va être automatiquement modifié par la gate pour être envoyé à reverse-2.1.cri.pita.net. Et ça de manière transparente pour l'utilisateur, et ça fonctionne plutôt bien. Et là, par exemple, on a la subtilité, c'est que si jamais ça arrive sur l'adresse IP 10.224.4.2, qui est une adresse IP locale, pareil sur le port HTTP, HTTPS en TCP, là, cette fois-ci, on va faire du DNAT sur reverse-PIE. Donc là, on est capable de faire la distinction entre les deux. Du coup, quand vous êtes à l'extérieur, vous allez taper sur l'adresse IP publique, qui est celle-ci, et vous allez arriver sur le reverse. Si vous êtes connecté sur le Wi-Fi de l'école, donc pas dans l'école parce que vous pouvez être dans la rue, vous allez arriver sur cette adresse IP-là, 10.224.4.3, donc vous êtes extérieur. Et si jamais vous êtes sur une salle machine, vous allez taper sur cette adresse IP-là, et donc tomber sur le reverse PIE. Est-ce que c'est à peu près clair jusqu'à présent? Cool. Voilà un super schéma du réseau du CRI, un peu simplifié. Ça va être un peu incompréhensible. Alors, on va commencer par l'Internet mondial. On a TH2, c'est un super data center dans Paris. Du coup, ça va être l'Internet public. En pratique, il y a 3 arrivées Non, il y a 2 arrivées, il y a la redondance, et il y en a une qui est protégée par un firewall du bocal, celle qui est en haut, et une qui n'est pas protégée par le firewall du bocal. Donc, par exemple, tout le Wi-Fi est protégé par le firewall. Nous, les serveurs du CRI ne sont pas protégés par le firewall parce qu'il y a des trucs qui nous intéressent. Petit exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des trucs qui sont bloqués par le firewall? Il y a des protocoles qui peuvent servir à foutre un peu le sbull, qui n'ont aucun sens pour des utilisateurs du Wi-Fi. Du coup, ces protocoles-là vont être bloqués. Par contre, nous, avec des serveurs, on a besoin d'utiliser ces protocoles-là. Je pense par exemple à NTP. Vous chercherez. J'ai la flemme d'expliquer ça. Du coup, on a notre gate qui est symbolisée ici, qui en pratique est la même que celle-là, mais ça c'est 3 IE, du coup on va pas trop en parler parce que qui s'y intéresse. Et là, on va avoir nos 5
Ah, ça pique, hein. Là, on va voir nos 5 subnets. Donc, je vous ai parlé je vous avais dit le réseau interne du CRI. En pratique, il y en a 5. On en a un qui est dédié uniquement à Ceph, juste pour le stockage des objets. Voilà. Il a son sous-réseau avec ses trucs et son VLAN. On va voir le réseau interne du CRI, donc ça va être toutes les machines, les services du CRI qui vont tourner sur ce réseau interne. On a le SRV CRI qui est en fait le remplaçant de int CRI. Donc petit à petit, on va basculer de int vers SRV. C'est en cours. Il y a déjà quelques services dans SRV et encore beaucoup qui sont dans int. Donc int va disparaître sous TM, on l'espère. On a un truc AQ-CRI. En gros, c'est tous les services AQ qui sont gérés par le CRI sont dans leur sous-réseau. Comme ça, tout ce qui est AQ ne peut pas toucher les services CRI et tout ce qui est CRI ne peut pas toucher les services AQ directement. Et si on le fait, on est obligé de passer par la gate et de demander l'autorisation et de faire ça poliment et de faire ça proprement. Et on va avoir aussi un subnet pour notre K8S, pour notre Kubernetes. On va y venir plus tard. On voit qu'ici, on a un petit lien vers le PIE, donc le parc informatique de l'école, qui du coup passe par la gate Bocal PIE, qui ensuite va passer par la gate Bocal SM, et là on arrive sur les salles machines. Chaque salle machine a son propre subnet, et ça de toute façon vous en foutez parce que ça ne change absolument rien pour vous. On a également une gate Bocal pour les assistants, parce qu'au lab AQ nous avons des serveurs, nous avons des trucs qui tournent encore. Donc on a une gate dans notre lab avec trois trucs. Par exemple, un truc qui sert pour les workstations. On a, vous savez, des PC fixes à l'entrée du lab AQ. Ces PC sont sur ce réseau-là. Bref, on a 2-3 serveurs, ils sont sur un subnet à eux. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que vous êtes en train de dormir. Et on va parler de PXE. Quand vous démarrez un PC dans salle machine, vous n'avez pas de disque dur dans votre machine. Enfin, du moins, vous ne démarrez pas sur le disque dur qui est dans la machine. Du coup, comment ça fonctionne? Vous allez utiliser un truc qui s'appelle PXE, qui va vous permettre de choper l'image sur laquelle vous allez démarrer via le réseau. Du coup, on n'a pas besoin de disque. En pratique, on en a un, mais ça, c'est des histoires de cache pour accélérer le truc, machin. On en a parlé hier, Marin en a parlé hier, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va récupérer avec PXE l'image en TFTP qui s'appelle Trivial File Transfer Protocol, sauf que TFTP c'est un peu relou. Du coup, nous on va utiliser un truc qui s'appelle iPXE qui permet d'utiliser autre chose que du TFTP, genre du HTTP. Et en pratique, on va avoir du coup un service HTTP du coup dans Reverse PIE qui nous permet de récupérer des images en HTTP. Est-ce que jusque-là tout va bien? Cool. J'ai vu personne acquiescer, ça me fait plaisir. Du coup, c'est une VM, encore une fois, une VM qui s'appelle Django PXE parce que c'est du Django qui gère ça. Et les images sont stockées sur notre Ceph, donc voilà un cas d'utilisation de Ceph. Une image pèse 2 Go minimum, en fonction des trucs qu'on met, ça peut monter jusqu'à 8 Go. Et le Ceph, il est accessible en HTTP via ce qu'on appelle une API S3. Une API S3, c'est une API qui permet de manipuler des objets en HTTP. Pareil, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas spécialement intéressant. Mais notre Django PXE va dire « Coucou, va regarder chez Ceph pour télécharger ce truc-là que tu m'as demandé. » Et Ceph va le renvoyer directement. Question? La question c'est, est-ce que ça faisait pas des boots en torrent ou c'est plus d'actualité? Alors en pratique, quand on va démarrer, on va télécharger... en fait, je vais y venir, c'est la slide juste là. Les deux premiers trucs qu'on va télécharger en HTTP, ça va être le kernel et l'initramfs. Une fois qu'on est sur notre initramfs et qu'on a 2-3 trucs en plus, c'est-à-dire qu'on va être capable d'utiliser un client BitTorrent et on va en fait télécharger l'image restante avec du BitTorrent. Donc on a un tracker BitTorrent privé au CRI et les images, les PC d'à côté qui eux ont déjà téléchargé l'image peuvent seed cette image-là, et du coup on est plus rapide en fait, parce qu'on n'est pas obligé de retourner jusqu'en salle serveur pour pouvoir télécharger l'image, vu que les PC d'à côté peuvent nous l'envoyer. Du coup en pratique, si on boot une salle machine pour la première fois, toutes les machines sont éteintes, la première machine va mettre masse temps à démarrer parce qu'elle va devoir tout télécharger en HTTP depuis la salle serveur, et une fois qu'elle a fini, elle peut partager ce qu'elle a téléchargé au poteau d'à côté, qui une fois qu'il aura fini pourra partager aux autres, etc. etc. Et donc la dernière machine à booter va être boot en quelques secondes, parce que tout le monde à côté va pouvoir lui donner. En pratique, ça va être juste limité par son câble réseau à elle. Voilà. Comment ça marche du coup cette image-là? Question, oui. Avant. Ouais. Alors la question c'est, est-ce qu'on continue à seed post-boot? C'est une bonne question. Si jamais on télécharge le rootfs, donc l'image qui est super grosse, qui fait plusieurs gigas,
Une fois qu'on a fini de la télécharger, on va la décompresser et on va la foutre dans notre VFS et on va shroud dessus, à peu près. Je dis peut-être 2-3 barbarismes, je vais me faire fumer par Jordan, mais c'est à peu près l'idée. Le truc c'est que du coup, vu qu'on a des IP, en gros, on peut plus genre seed un fichier particulier et c'est un peu problématique. Du coup, si on n'avait pas de disque dur dans la machine, on ne pourrait pas effectivement pouvoir continuer de seed une fois qu'on a fini de télécharger. C'est pour ça qu'on a des disques durs dans, dans quasiment chacun des PC qui vont contenir ce rootfs archivé directement sur le disque. Et en fait, on va pouvoir continuer à seed directement depuis ce truc-là. Et en pratique, on peut seed toutes les images qui sont téléchargées sur ce PC. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Parce que c'est une très bonne remarque, effectivement. Du coup, j'en étais à... D'autres questions avant que je continue? Ok. J'en étais à comment est-ce qu'on fait pour construire ces images-là, en fait. On va vous douter bien que ça se fait pas totalement à la main. En pratique, on fait ça sur des serveurs du CRI et on le fait manuellement avec des guillemets. C'est-à-dire que c'est pas fait automatique, genre c'est pas toutes les 24 heures on va reconstruire. C'est nous qui, à la main, on va dire, allez, hop, je veux construire telle image. Je parle de plusieurs images parce que on va voir l'image de base, celle que vous utilisez, Arch Linux PIE. On va voir l'image pour les examens, l'image pour les QCM, une image pour ceux qui ont besoin de faire du GPU et qui ont besoin de trucs louches qui sont super lourds et qu'on n'a pas envie de télécharger à chaque fois, une image pour les premières années, une image pour la deuxième année, etc. etc. Du coup, chacune de ces images est construite à la main sur les serveurs du CRI. Alors qu'est-ce que ça veut dire à la main? En gros, ce qu'on va faire, c'est un gros shroot. C'est-à-dire qu'on va prendre un coin de notre disque et on va dire, ok, ici ça va être notre nouvel OS. On va se mettre dessus et on va commencer à appliquer notre configuration. On va mettre tous nos fichiers de configuration, on va télécharger l'OS de base et on va installer des paquets et faire toutes ces opérations-là qui fonctionnent. Ensuite, on crée notre archive à partir de ce bout-là et on la push sur Ceph. En très très gros, ça ressemble à ça. Et ça, c'est fait grâce à un super script qui s'appelle Arc Creator, qui est public. Vous pouvez l'utiliser, je vous le recommande fortement. Si vous faites un CTRL-C au milieu, vous niquez votre file system. Il faut le savoir. Voilà. Du coup, en fait, toutes ces étapes-là, là où je vous ai dit de gros shroot, application de la configuration, machin, évidemment, c'est pas fait à la main, on va pas taper 50 commandes. On a notre script qui va wrapper tout ça et le faire pour nous. Je vous ai dit, on applique de la configuration automatiquement. On va pas dire, on va pas avoir dans notre script Arc Creator, allez télécharge-moi le .zshrc, télécharge-moi le pacman.conf, le machin. En fait, on va le faire automatiquement grâce à un truc qui s'appelle Salt. Du coup, en fait, on va avoir un système pour installer des paquets qui est dit de haut niveau, parce qu'on va avoir un fichier de conf Salt qui dit, dans le fichier de conf, on va dire installe-moi Firefox, installe-moi GCC, installe-moi Make, et c'est lui qui automatiquement va déterminer comment on fait pour installer Make ou GCC ou machin en fonction de la machine sur laquelle on veut l'installer. C'est-à-dire que si on est sur une Debian ou si on est sur un Arch Linux, on n'installe pas les choses de la même manière. Et ça, nous, on n'a pas à s'en préoccuper, c'est Salt qui va le faire pour nous. Du coup, notre Salt, c'est des fichiers de configuration qui sont versionnés sur Git. On a 3 Git, un pour les images CRI génériques, un pour les exams et un pour les trucs qui ressemblent à AQ. Et on a dans le fonctionnement en fait un salt server qui est une VM encore une fois et un salt minion. Un salt minion c'est un esclave, c'est-à-dire que chacune des machines que vous allez démarrer qui doit se connecter au salt server va être en position de salt minion et va récupérer sa configuration et ces informations là auprès du salt server. Donc comment ça va ressembler dans le build des images? En fait la première étape qu'on va faire c'est installer salt et lancer le salt minion qui va se connecter au salt server et il va dire coucou je suis l'image Arch Linux classique, et donc le salt server va lui donner tous les fichiers de configuration du salt, de l'image Arch Linux classique, et il va pouvoir appliquer ça tout seul, et en pratique ça marche à peu près bien. Et c'est comme ça qu'on on s'en sert pour la construction d'images et aussi pour l'application de modifications en live en SM, c'est-à-dire que toutes vos machines qui sont bootées en SM sont des salt minions qui parlent avec le salt server. Et avec le salt server, moi je peux exécuter des commandes sur le salt server qui vont s'exécuter sur toutes vos machines. Donc si je veux par exemple éteindre toute une seule machine d'un coup, je peux soit me déplacer sur les 80 postes et appuyer sur le bouton, soit faire un salt, contacte toutes tes minions et fais exécuter la commande power off par exemple. Et là c'est beaucoup plus rapide. On a des cas un peu pratiques aussi, c'est en mode tiens on a démarré le TP et on s'est rendu compte qu'on a oublié d'installer Java ou des trucs comme ça. Plutôt que de reconstruire une image, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, genre 45 minutes, 1 heure, on va faire télécharger en live à toutes les machines qui sont bootées Java et ça se passe plutôt bien.
Pourquoi Salt s'appelle Salt? Je vous rappelle, on a Epita, on est le sel, et on a un truc qui s'appelle par exemple des issues. Et Salt connaît bien les issues, c'est-à-dire que vous allez sur le GitHub de Salt, vous avez des milliers d'issues qui sont open. Et par exemple, ça c'est une issue que j'ai ouverte en février. Il y avait une mise à jour de systemd, ça a cassé des trucs. Il fallait faire un fixe de littéralement un caractère. 3-4 mois. Vous voyez les 20 upvotes, c'est 20 personnes qui se sont dit « Ah oui, moi aussi j'ai ce problème-là. » T'inquiète, c'est close, hein, c'est pas résolu. Enfin, ils se sont dit « Ouais, t'inquiète, on verra ça plus tard, t'as raison. » On a proposé le fixe, c'est vraiment un caractère en moins, ça... Voilà, bref, c'est un peu des connards. Donc c'est un peu chiant de l'utiliser. En pratique, ça marche quand même plutôt bien et ça fait le taf. Bon, on le garde, c'est un peu de l'aide des techniques en vérité. Ensuite, je vais vous parler de GitLab et GitLab CI. Normalement, vous connaissez au moins GitLab de nom. Qui ne connaît pas du tout GitLab? Ouais, ok, super. Du coup, GitLab, en fait, c'est comme GitHub, un site sur lequel vous allez pouvoir mettre vos projets Git et voir votre code, faire du truc collaboratif avec une interface web clic-clic assez sympa et se balader et voir ce que les autres font. Du coup, nous, on va s'en servir pour faire de la review de code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir avec une interface propre et claire quelles sont les nouveautés qui ont été push par les gens qui ont travaillé à côté et qui ne nous ont pas forcément prévenus. Le voir, le review et se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Faire des merge requests et encore une fois approuver ou non ces merge requests. Et donc là on a un super mode de développement agile DevOps Scrum Master que Shui adore. On travaille sur un Git collaboratif du coup à plusieurs. Et on a un truc qui est super cool qui s'appelle GitLab CI. Qu'est-ce que CI? Ça veut dire intégration continue. Je ne vais pas le prononcer en anglais, j'ai pas envie de me ridiculiser. Et qu'est-ce qu'une intégration continue? En gros, selon des actions sur le Git, à chaque fois qu'on push, à chaque fois qu'on merge, à chaque fois qu'on clique sur un bouton sur le site web, on va lancer un script qu'on choisit qui va faire des tests, qui va build des machins, qui va push des trucs. Enfin voilà, on peut faire un peu tout ce qu'on veut et c'est plutôt cool. Du coup, on peut très bien imaginer une CI assez basique qui va juste tenter de voir si notre projet compile. Il fait quoi? Il lance juste make, ça compile, c'est cool, on sait que ça compile pas, il nous traite de gros faisans. À quoi ça ressemble un GitLab CI? Je vous en ai pris un qui est un peu basique et qui permet de construire l'image du CRI. On va regarder ça ensemble rapidement. Ici, on définit deux variables d'environnement. Donc là, en fait, on va construire l'image GPGPU Arch Linux parce qu'on la met dans l'image name et on est dans l'environnement base, c'est très bien. On a une étape qui s'appelle l'étape de build. Et l'étape de build, elle va prendre une image Docker Arc Creator, donc qui contient notre script Arc Creator, qui va être lancé uniquement quand on clique sur le bouton sur le web. C'est pour ça que je dis que c'est manuel, la construction des images. Ensuite, on a un truc de cache parce qu'on n'a pas envie de retélécharger les mêmes paquets Pacman 50 fois. Il y en a qui sont super lourds, donc c'est un peu d'optimisation. Et là, on a notre script. Donc en fait, on va se déplacer dans /app, on va lancer le build, on va créer le fichier de torrent pour cible machin, on va utiliser une date et puis on va push ça dans notre S3 avec cette superbe commande qui est même tronquée parce qu'elle est encore plus longue que ça et qu'elle est super moche et je ne vais pas en parler plus que ça. Et on passe à la suite. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Profitez-en, je suis obligé de boire donc... Ah. 1, 2. Oui. Du coup, j'ai remarqué dans ces conférences que vous n'utilisez quasiment pas de cloud, enfin juste vu un peu de SS3, mais typiquement pour des services, t'es que l'hébergement de VM ou de conteneurs qui font tourner la moulinette. Genre, quelles sont les raisons qui font que vous utilisez du coup des machines du CRI et pas du cloud? Les thunes. Ça coûte super cher d'avoir un cluster chez Google, chez GKE, chez machin. C'est super cher. En pratique, c'est plus intéressant pour nous de le gérer à la main. Il faut savoir que la plupart des machines que j'ai présentées, c'est des machines qu'on n'a pas achetées. Il y en a finalement très peu qu'on a achetées avec un budget qui du coup était quasiment nul pendant des années. Du coup, en fait, on avait juste à payer 2-3 trucs comme de la clim et de l'électricité et machin, et ça coûte quand même finalement beaucoup moins cher que de faire ça chez des mecs qu'on ne connaît pas forcément comme AWS. L'autre raison, c'est que tu veux boot des images en salle machine, il faut que tu aies quand même quelque chose de local pour télécharger. Tu vas pas télécharger tes images à chaque fois depuis AWS. Ça va être un enfer. Sachant qu'en plus, tu es facturé à l'usage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas devoir booter un PC, tu vas devoir payer 15 centimes. À peu près. Donc, je dis un truc au pif, mais c'est un peu l'idée. Là, tous ces trucs-là sont facturés à l'usage. Du coup, c'est un peu relou et c'est plus simple, c'est plus économique et c'est plus intéressant de faire ça à la main. Ça pose quelques contraintes, c'est sûr, mais ça a aussi quand même pas mal d'avantages. Merci. Ouais.
Yes, je me permets de rebondir sur cette question qui est assez intéressante. C'est une question qu'on s'était posée effectivement de l'utilisation du cloud. Et on pourrait imaginer que certains services, au pif le Moodle par exemple. La raison est multiple. Une des premières raisons, c'est effectivement, on ne peut pas faire la même comparaison de prix qu'on pourrait d'une entreprise lambda qui doit soit j'achète des machines, je fais des achats, soit je paye sur le cloud. Dans ce genre de cas, le cloud coûte moins cher. Mais nous, on est dans une situation où, en vrai, on connaît des gens, en vrai, il y a machin, en vrai, on fait tel récup et tout ça. Et donc, il y a pas mal de coûts qui sont complètement absorbés de ce côté-là. La deuxième raison est purement logistique, qui est que utiliser le cloud, utiliser Amazon, c'est une carte bleue. Et la logistique de la carte bleue demande une certaine maturité organisationnelle dans l'entreprise, notamment au niveau des services de facturation interne, qu'on n'a pas encore entièrement atteint des organisations de l'EPITA. Sujet en cours. Et la troisième raison est une raison, et je ne veux pas que ça passe pour une pirouette parce que c'est quelque chose de vraiment honnête, c'est pour une raison qui est quelque part pédagogique. Partout dans le monde et dans toutes les autres écoles, les gens arrêtent de faire du data center pour aller dans le cloud. Et partout, tout le monde va dans le cloud. Effectivement. On pourrait dire qu'on armerait mieux nos pupilles du CRI si on les formait à faire du cloud plutôt qu'à faire du data center bête et méchant, doigt dans les bottes. Sauf que le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Et tôt ou tard, il y a des data centers qui sont gérés par des autres. Et ces gens-là, tôt ou tard, ils ont besoin d'avoir des gens qui vont administrer ces data centers. Et il faut bien qu'il reste des écoles où les gens savent comment ça marche un data center et comment ça marche de touiller des câbles. Et Epita, ça reste un des rares endroits où on a ce jeu de compétences. De la même manière qu'on a des rares endroits où on fait encore du C. Oui, tout le monde ne fait pas du C en sortant de l'école, mais il y a tout le monde, on a encore besoin du C pour faire tourner le monde. Et on est bien content que ça sorte de l'EPITA. C'est pareil avec la data center par rapport au cloud. Voilà, c'était ma coloration de la réponse. Ok, du coup je vais continuer. Donc on a à peu près fini avec tout ce qui était image machin. Maintenant on va parler de Kubernetes. Donc notre cluster Kubernetes est avec 4 machines qui représentent 16 VM. C'est pour des raisons pratiques en fait, on a besoin d'avoir des masters et des slaves, ça se gère plus facilement comme ça, et des raisons un peu hardware, on a des trucs qui s'appellent des nœuds NUMA, et on en a 4 par machine, du coup on a une VM par nœud NUMA, et du coup c'est optimisé et c'est cool. Au total donc 640 Go de RAM, 384 cœurs CPU, et ça nous permet de faire de l'orchestration de conteneurs Docker. Et là je vous ai insulté parce que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que signifie orchestration ni conteneur Docker. Du coup, si je suis pas un gros faisant, j'en suis un visiblement. Hop. On va recommencer. Voilà, cool. La slide d'après, c'est Docker, voilà. Qu'est-ce que Docker? C'est un système qui permet de faire de la virtualisation légère, avec des gros guillemets. Je vais parler un peu en mode bourrin. Je vais dégager ma souris. Je vais parler un peu en mode bourrin pour être compréhensible. C'est pas forcément tout à fait exact. Pourquoi ça ne veut pas dégager ce truc-là? Bon, eh ben, tant pis, on va faire avec. Du coup, ça fonctionne avec des systèmes de conteneurs. Un conteneur, c'est pas vraiment une VM, parce qu'en fait, un conteneur partage le kernel de la machine hôte, alors qu'une machine virtuelle va avoir son propre kernel. Faire tourner son propre kernel virtualisé du coup par un autre ordinateur, ça a un certain coût. Ça permet d'avoir une super isolation, mais ça coûte super cher parce que il nous faut plus de ressources, parce qu'on a 2 kernels à faire tourner. Ça paraît à peu près logique. Du coup, en fait, ça va être une isolation qui est fournie par le kernel lui-même pour isoler des applications. On va avoir une isolation du file system, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur le même file system, on va avoir le nôtre. On peut avoir une isolation du réseau, on ne va pas avoir les mêmes utilisateurs, on ne va pas avoir les mêmes process, et du coup, en pratique, on va se retrouver avec un peu des caractéristiques de la VM sans être vraiment une VM. En pratique, il y a quand même pas mal de problèmes avec ça, on peut s'échapper des conteneurs, il y a des failles qui sont trouvées en février dernier, en juillet dernier, etc. Mais pour tout un tas d'applications, c'est good enough. Et surtout, c'est très pratique. En pratique, on utilise des mots barbares tels que les cgroups, les namespaces et les capabilities, qui sont les 3 mécanismes du kernel qui font qu'un conteneur est un conteneur. Ces 3 trucs-là ne sont pas si compliqués à comprendre. Cgroup, c'est pour limiter l'usage qu'on peut avoir des ressources de la machine. Namespace, c'est pour limiter ce qu'on peut voir du reste de la machine. Donc par exemple, l'isolation des users, des process, etc., ce sera grâce à des namespaces. Et les capabilities, c'est pour donner des autorisations avec une granularité un peu plus fine que je suis root et je suis privilégié et je suis un utilisateur lambda et je peux rien faire.
Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est quand même super compliqué, mais vous pouvez avoir un bon aperçu de comment ça fonctionne assez facilement en lisant les man pages, enfin, ne serait-ce que le résumé des man pages. Ok, comment ça va marcher concrètement Docker? Pourquoi est-ce que c'est aussi populaire? Je fais un Docker run, c'est-à-dire que je vais lancer une application, je mets le "-v" pour un volume et je lui donne mon chemin courant, donc mon dossier actuel, je vais le mettre dans /user/source/iapp. Du coup, on va avoir une égalité en fait, ce dossier-là va être le dossier courant. -w c'est pour workdir, c'est pour dire je vais travailler dans /user/source/myapp. Et là j'ai GCC 2.9, c'est le nom de l'image Docker que je veux lancer, donc la GCC en version 9. Et je vais appeler tout de suite GCC, donc l'image Docker GCC contient GCC, c'est jusque-là très surprenant, pour compiler mon 42SH. Mon 42SH se trouve bien évidemment dans mon dossier courant. Du coup, il me dit bah, GCC.9, je connais pas. Du coup, il la télécharge sur Internet. Là, vous avez des super hash. Comme vous êtes tous allés à ma conférence jeudi dernier, vous savez ce que c'est qu'un hash. En pratique, on voit que je peux lancer 42SH une fois que le build c'est fini. Et bah, j'ai mon shell qui est compilé et qui fonctionne bien. Du coup, sur ma machine haute, si je n'ai pas GCC ou si j'ai GCC 4 parce que bah, raison X ou Y, genre je suis en gistre, et que j'ai besoin d'avoir GCC 9, on peut le faire avec un Docker Run qui va nous permettre d'éviter de jongler entre plusieurs applications et nous filer un environnement tout préparé qui contient tout ce dont on a besoin. Et ça, c'est plutôt cool. Un autre exemple, donc là, ça c'est un truc one shot, donc ça a duré 1 seconde. Un autre exemple, c'est pour lancer un service. On recommence, run, name test, donc là j'appelle mon conteneur test. RM, c'est pour dire supprime-toi une fois que tu as fini de tourner, je veux pas que tu laisses de résidus. P, c'est pour port, donc en fait je vais bind le port 1, 2, 3, 4 sur le port 80. Donc en fait, le port 1, 2, 3, 4 de ma machine haute va correspondre au port 80 de mon conteneur, à peu près. -D pour daemon, genre tourne dans le fond. Et cette fois-ci, je vais lancer Nginx, qui est le serveur web dont je vous parlais tout à l'heure. Comme vous avez suivi, vous savez ce que c'est. Là, il me donne encore un super hash. Ça va être le hash en fait du conteneur. C'est à titre informatif, bref. Et là, si je fais un curl sur mon adresse IP locale, sur le port 1, 2, 3, 4, vous voyez que je tombe bien sur Nginx. Et en pratique, le Nginx sur lequel je tombe, c'est celui-là. Donc là, j'ai une application qui tourne de manière à peu près isolée dans un conteneur. Et c'est super simple, ça m'a pris une ligne. Et j'ai pas eu à faire une installation de Docker. Si jamais je change de système et là je suis sur un Debian, bah, du coup j'installe Nginx avec genre apt. Demain je vais sur Arch Linux, bah, ce sera plus apt, ce sera Pacman et puis ce sera pas la même version, c'est un peu pourri. Bah voilà, Docker apporte des solutions à ce genre de problématiques. Et ça c'est vraiment cool. Est-ce que jusque là ça va à peu près? Ok, oui. Alors, la question c'est quels sont les coûts en performance d'utiliser Docker plutôt que de faire tourner sur la machine directement. Et en fait, vu que c'est de l'isolation qui est fournie par le kernel, c'est-à-dire que les process tournent directement dans le kernel, il n'y a pas vraiment de couches supplémentaires en plus, on a des performances qui sont quasi identiques en fait, à une chose près. Évidemment, je fais quelques approximations, c'est pour comprendre et pour pas rentrer trop dans les détails, mais en vrai, on va avoir un coût qui est très minime et qui est la plupart du temps négligeable à lancer une application dans un conteneur plutôt que de lancer à côté. Si jamais tu es sur la machine haute, que tu lances un conteneur et que tu fais un hashtop pour regarder tes process, tu peux voir les process du conteneur. Voilà. D'autres questions? Ok. Du coup, je parlais de Kubernetes à la base. Et je disais que c'était un truc qui permet de faire de l'orchestration de conteneurs Docker. Bon, conteneur Docker, on a vu. Qu'est-ce que c'est que de l'orchestration? En gros, l'orchestration, ça va permettre de faire de la répartition de charges entre mes différents conteneurs. Par exemple, j'ai une super application qui gère que 100 utilisateurs simultanés, genre l'intra-AQ. Sauf que j'ai 600 utilisateurs, du coup bah, il me faut 6 machines et répartir les 600 utilisateurs sur les 6 machines qui chacune vont pouvoir gérer 100 poteaux. Et bah, ça va être le rôle de Kubernetes qui va s'occuper de faire de la répartition de charge entre 6 conteneurs a priori identiques qui vont être lancés. Il va s'occuper aussi de filer tout un tas d'abstractions. On va pas s'emmerder à dire bon bah je veux je vais mettre 6 fois ma commande Docker run, etc. On va lui envoyer un fichier de configuration qui lui dit tiens, fais-moi un service qui lance 6 répliques de tel truc avec tel paramètre et tel machin. C'est plus simple du coup à utiliser. On a un fonctionnement qui est assez déclaratif, donc je dis c'est des fichiers de configuration, c'est pas des commandes à exécuter directement. Et ces fichiers de configuration là, on les envoie dans le cluster Kubernetes et c'est lui qui s'occupe de faire ce qu'il a à faire. Et ça c'est aussi assez pratique. Ça veut dire que du coup on peut le versionner, on peut le foutre sur un Git et c'est plutôt cool parce qu'on aime bien ça. Et en pratique, le stockage des objets dans Kubernetes se fait sur Ceph, encore lui.
Nous, notre CEF, on l'utilise pour l'infra-Q. Donc l'intranet, ce sont des conteneurs, il y en a plein, parce que l'intranet fait beaucoup de choses en pratique, qui tournent du coup sur notre cluster. On a les serveurs Git aussi, tout ce qui est moulinettage. À chaque fois que vous pushez un exo et que vous faites moulinetter, il y a un certain nombre de conteneurs, 8 ou 9 à la louche, qui font les 8 ou 9 étapes nécessaires au moulinettage d'un étudiant. Et comme c'est un coût qui est assez négligeable, c'est pas trop problématique. Enfin, la création des conteneurs, etc., c'est un coût qui est relativement négligeable. Ce que vous moulinettez, c'est un coût qui est absolument désastreux. Mais ça, j'en ai déjà parlé. On a notre GitLab CRI qui est dans notre Kubernetes. On a un Docker Registry qui s'appelle Arbor. Je vous laisserai regarder, c'est pas très intéressant, j'ai pas envie d'en parler. Et d'autres trucs. Ok, à côté de ça, on a aussi un truc qui s'appelle Bacula, qui a une architecture client-serveur. Bacula Backup, on voit un peu l'idée, c'est évidemment pour faire des backups journalières de nos services sur un NAS, ce qui est assez pratique. À Skip, c'est bien d'avoir des backups. On a un truc qui est sympa avec Bacula, c'est qu'on peut faire des backups full, c'est-à-dire qu'on va copier chacun des fichiers, ou on peut faire des backups incrémentales, c'est-à-dire qu'on va mettre que les différences entre la fois d'avant et la fois actuelle. Du coup, on va pouvoir avoir des trucs un peu logiques comme ça, gagner de la place, c'est plutôt bien. En pratique, il utilise un truc qui s'appelle le Bacula File System, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre vos fichiers en vrac sur son file system, mais il va le mettre sur le sien, qui va permettre de conserver tout un tas de propriétés. Par exemple, si votre file system n'a pas les mêmes caractéristiques que celui du file system source, c'est pas grave, il va conserver. Et voilà. Et ça, c'est plutôt cool, ça fonctionne plutôt bien, il vit sa vie. Pourquoi est-ce que le CRI c'est complexe? Pourquoi est-ce que pas plus tard que ce soir, il y avait des trucs qui étaient pétés? On a plusieurs raisons. Le premier, c'est des problèmes électriques. Ça arrive souvent que le truc disjoncte. On a plusieurs tableaux électriques, dont certains qui ne sont pas accessibles par des gens tels que vous et moi, parce qu'il faut une habilitation spéciale. Du coup, si jamais il y a des trucs qui sautent, il faut demander au mec qui a la clé et qui a la compétence de le faire. Donc ça peut prendre pas mal de temps s'il n'est pas là. Et on avait des loucheries jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans l'Under, avec des trucs qui étaient reliés un peu n'importe comment, et des petits potes qui font de la musique avec de la bœuf, qui font un peu n'importe quoi avec des câbles électriques. Je vise personne. Hein. Non, je vise personne. On a un autre problème qui est pas si évident que ça pour vous, parce que vous n'avez aucune idée, c'est l'arrivée Ethernet en salle serveur qui est chaotique. En pratique, je vous avais montré sur le super schéma de la topologie du réseau, il y avait tout un tas de gates Bocal. En fait, ces gates Bocal-là sont dans le bâtiment Voltaire. Il y a une salle serveur qui appartient au Bocal qui est en bâtiment Voltaire. L'arrivée Internet grand public arrive en Voltaire, et nous, notre salle serveur est en Pasteur. Du coup, il y a un lien entre la salle serveur du Bocal et la salle serveur du CRI, qui est un câble Ethernet qui est assez chaotique dans le sens où il passe un peu n'importe où, et il passe notamment par deux switches qui sont chez deux gens différents, qui ne sont pas au CRI et qui ne veulent pas nous laisser les clés. Donc par exemple, on a un switch qui est dans le LSE, donc il faut pouvoir rentrer dans le LSE quand ce switch-là est mort ou n'a pas d'électricité par exemple, et un switch qui est dans un local associatif, qui se balade au plafond et que de temps en temps on peut observer comme étant mort, et puis on est derrière la porte qui est à moitié vitrée et on fait « Ah ouais, c'est ici ». Et on est juste baisé, on est juste à attendre. Et ça, mine de rien, ça nous a foutu en l'air plusieurs fois. On arrive, on voit que la salle serveur n'est pas joignable, on se dit fuck, il y a un truc qui est mort, un serveur qui est tombé, etc. On arrive en salle serveur, on voit que tout est démarré, on est en mode bizarre. Et en fait, c'est l'arrivée Ethernet. Si je le mets en deuxième point, c'est que c'est arrivé très souvent. Un autre problème, c'est qu'on a peu de permanents au CRI. En fait, on a relativement peu de gens qui sont vraiment compétents, qui sont là chaque année, et qui du coup, la compétence qu'ils accumulent sur l'infrastructure reste. Je parle par exemple de Jordan qui lui était il y a 3 ans arrivé là, il a accumulé plein de compétences et quand il s'est barré avec sa compétence et du coup c'est dans le cululu. Et en pratique, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait qu'un seul permanent au CRI qui est marin. Maintenant, on en a deux autres. On a Mathieu Chalonnet qui est un petit pote de Troisieux. Sauf que ces gens-là ne font pas exactement les mêmes choses et ne sont pas compétents sur la plupart des services. Du coup, si jamais on a un problème avec Kubernetes, par exemple, le seul permanent qui ait les capacités de comprendre ce qui se passe à peu près, c'est Marin. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous, Route AQ 2020, quand on va se barrer, les mois de formation qu'il nous a fallu pour comprendre comment ça marchait et à peu près réussir à se démerder avec ce qu'on avait, ça part un peu dans le vent. Et du coup, ça, c'est un vrai problème. Et c'est aussi un problème du coup de nombre de gens, c'est-à-dire qu'on n'a que
un seul permanent pour faire en très très gros, c'est peut-être pas forcément nécessaire, enfin c'est peut-être insuffisant pour la quantité de travail qu'on a et le nombre de problèmes qu'on peut avoir. On a des contraintes qui sont assez élevées, c'est-à-dire qu'on doit gérer quand même beaucoup de choses et forcément bah, ça prend beaucoup de temps et comme on n'est pas si nombreux que ça devient difficile. On a une infra qui est assez complexe. C'est pas forcément volontaire, hein, c'est pas forcément des choix qu'on a fait qui étaient mauvais. Il y en a quelques-uns bien sûr, mais c'est surtout que bah, vu qu'on doit faire plein de choses, bah, on est obligé de mettre des services un peu dans tous les sens et on est obligé bah, du coup de complexifier l'intra. Et on se retrouve, enfin l'infra. Et on se retrouve avec bah, pas mal de trucs, pas mal de briques qui s'assemblent et qui sont pas forcément faciles à comprendre individuellement. Et bah, un manque de moyens. Je vous avais dit que le budget du CRI était nul jusqu'à il y a peu de temps, à peu près. Maintenant, on réussit à faire des demandes de budget et on obtient des nouveaux serveurs, des trucs comme ça. Mais avant, bah, on devait faire avec ce qu'on avait. Donc le cluster cube, on a tenté d'en avoir un avec les machines pourries qu'on avait. Ça s'est super mal passé. Et là, si le cluster cube fonctionne à peu près, c'est entre autres parce qu'on a réussi à avoir des machines qui sont potables. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Alors la question c'est comment fonctionnent les serveurs en région parce qu'on doit s'occuper des régions également. Donc il y a 4 régions, il y a Lyon, Toulouse, Rennes et Strasbourg. Et effectivement on gère aussi les trucs qui sont là-bas. Donc les salles machines sont du ressort du CRI. Les serveurs en pratique, donc tous les intras, les trucs comme ça, sont hébergés au Crémin Bicêtre. Le seul truc qui existe en région, sauf à Toulouse si je dis pas de bêtises, ce sont les serveurs d'AFS. Donc ils ont chacun un serveur d'AFS qu'on gère à peu près. C'est-à-dire que bah, en fait on les a posés et on n'y touche pas, ça marche à peu près. Et quand on doit y toucher, bah, on pleure un peu, quoi. En pratique, on a été obligé de se déplacer plusieurs fois en région. Et le principal problème en fait des régions, ça va être des problèmes qui sont du ressort du bocal, c'est-à-dire le câblage réseau, les trucs électriques et ce genre de choses. Est-ce que ça répond à ta question? Cool. D'autres questions? Oui. Ouais. Alors, la question c'est sur l'AFS où on a 16 Tera, on n'en utilise que 500. Pourquoi est-ce qu'on a une limite par étudiant de 2 Go? Pour la simple et bonne raison que normalement tu n'as pas besoin de plus que 2 Go. Et si tu as une raison légitime d'utiliser plus que 2 Go, tu peux faire un ticket au CRI et on va te dire ok, il n'y a pas de souci poteau, on te met plus de gigas, tranquille. En pratique, la plupart des gens qui demandent plus de gigas pour leur FS, c'est pour des raisons un peu enfin, mauvaises, dans le sens où ils font un truc qui n'a pas vraiment de sens, ils conservent des trucs giga grands, genre du porn ou je sais pas quoi, et ça n'a pas lieu d'être quoi. Et aussi, bah, ça ralentit tout un tas de trucs parce que bah, l'AFS, il faut bien communiquer avec et bah, ça sature le réseau. Oui. Ouais. Ouais. Alors, on n'a pas de duplication sur l'AFS, comme je l'ai dit. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise que 500 Go sur 16 Tera? En fait, on n'a pas de duplication dans le sens où c'est pas AFS qui va gérer lui-même sa duplication et faire tout un tas de magie pour faire en sorte que bah, les 3 serveurs fonctionnent bien et que si jamais il y en a un des 3 qui tombe, bah, les 2 autres prennent le relais. Par contre, on a de la duplication au niveau des disques avec un truc qui s'appelle RAID, qui permet en fait de répartir de la donnée sur plusieurs disques et avoir bah, de la réplication. Techniquement, si on a un disque dur de l'AFS qui meurt, on a un autre disque qui contient exactement les mêmes données qui est théoriquement encore en vie, Inch. Bon, ça c'est sur le papier. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Je vais passer... Pardon. Oui. Ouais. 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 Alors attends, alors la question c'est, enfin j'ai pas exactement compris, c'est tu veux depuis le Wi-Fi tenter d'accéder au truc qui n'est pas accessible depuis le Wi-Fi, le reverse payeux, c'est ça? Depuis le Wi-Fi? Non, en pratique, tu pourras pas y accéder parce que vraiment le service en PXE n'est accessible que depuis le réseau interne.
Et à moins que tu fasses des gigaloucheries en utilisant une machine en SM pour faire un relais, etc., je vois pas de moyen. Après, tu m'as posé la question il y a genre 5 secondes, donc j'ai pas forcément toutes les réponses pour t'apporter, mais a priori, comme ça, d'instinct, je dirais non. Oui. Ouais, effectivement, pourquoi est-ce qu'on garde un vieux Ethernet tout pourri? C'est pas par choix, hein. On a fait des demandes pour avoir une fibre optique entre la salle serveur du bocal et la salle serveur CRI. On a du matos qui est posé des deux côtés. Bah, par exemple, l'arrivée Internet grand public, c'est de la fibre optique. Donc côté bocal, enfin côté salle serveur bocal, c'est bon. Côté salle serveur CRI, on a du matos aussi qui reçoit de la fibre optique. Mais le problème, c'est que bah, il faut faire passer la fibre optique. Et ça, c'est prévu, mais en pratique, le bocal n'est pas pressé de le faire parce qu'actuellement ça fonctionne suffisamment et ils ont plein d'autres problématiques à gérer qui sont plus prioritaires. C'est un peu de sens. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a deux salles serveurs différentes, une bocal, une CRI? Parce que bah, le bocal c'est pas le CRI et historiquement bah, on n'avait même pas de salle serveur, on dépendait uniquement du bocal et on a commencé à gagner en légitimité, etc. C'est pas forcément un truc qu'on a envie en mode ouais c'est vraiment le meilleur moyen de fonctionner. C'est que actuellement bah, on n'a pas vraiment le choix quoi. C'est comme ça et les solutions pour faire en sorte que ça marche mieux, bah, elles sont difficiles à appliquer et on ne peut pas les appliquer parce que tu doutes bien qu'on y a pensé et on avait déjà eu l'envie d'avoir ce genre de choses. Ça dépend pas forcément que nous, ça dépend aussi du bocal et le bocal bah, c'est même pas Epita donc il y a des trucs qui sont compliqués. Et ça demanderait du travail pour le bocal qui a pas le temps de le faire. Est-ce que je passe à la suite? Ok. Du coup la presse d'après c'est sur quoi? Ok. La presse d'après c'est sur Ansible et la définition de l'idempotence. Pourquoi je vous parle d'Ansible? Là, je vous présente en fait une infra depuis tout à l'heure avec plein de VM de partout, avec plein de services, plein de trucs à configurer, etc. Et si on le fait à la main, ça va être l'enfer. Du coup, on va commencer direct par voir ce que c'est que l'idempotence. L'idempotence, ça signifie qu'une opération a le même effet qu'on l'applique une ou plusieurs fois. En grosso modo, c'est une propriété mathématique qui dit que pour n'importe quel nombre réel x, par exemple, x n'est pas égal à valeur absolue de x. Si je prends moins 5 par exemple, ce n'est pas vrai. Par contre, valeur absolue de x, c'est égal à valeur absolue de valeur absolue de x. Et ça pour n'importe quel x. Et en fait, ça, c'est la définition de l'idempotence. C'est-à-dire que la valeur absolue est idempotente, donc on l'applique une fois. Qu'on l'applique une fois, ou deux fois, ou une infinité de fois, ça ne changera rien. Et ça, c'est super intéressant. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Ansible a pour but d'être idempotent. Ansible, c'est un gestionnaire de configuration et ça permet de faire de l'infrastructure as code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décrire toute notre infrastructure au CRI, tous les services, tous les fichiers de configuration avec du code. Et ça, c'est assez cool. Et Ansible, c'est lui qui va appliquer cette configuration-là. Du coup, quelle est la problématique en fait à laquelle Ansible va chercher à résoudre? C'est même pas français ça. Si on prend l'exemple de l'installation d'un service à la main, on va voir qu'il y a plein de contraintes qui sont un peu reloues. En mode comment est-ce qu'on a de la reproductibilité. Si jamais je tombe sur un serveur, un nouveau serveur et que je dois le réinstaller, comment je vais faire pour réinstaller exactement la même chose? Parce que ça fonctionnait avant. Si jamais je ne réinstalle pas exactement la même chose, il y a peut-être une chance que ça ne fonctionne pas plus. Enfin que ça ne fonctionne plus. Du coup, il faut qu'on ait un truc qui soit reproductible, qui tienne compte des différents paramètres et des différents aléatoires. Il faut qu'on fasse attention à la version. Par exemple, si je suis sur une vieille version de Debian, je vais installer un logiciel, il va être assez vieux. À côté, je vais tenter de l'installer sur une nouvelle version de Debian, il va être plus récent, peut-être qu'il va y avoir des trucs qui vont casser, peut-être que ça va pas fonctionner avec mon application. Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent poser problème. Et ça, c'est problématique quand on le fait à la main, c'est que il faut y penser et il faut trouver le moyen d'installer la bonne version et que ça fonctionne. Et des fois, la bonne version qu'on veut installer, elle n'existe tout simplement pas. Bref, c'est un peu chaotique. Il faut qu'on note absolument toutes nos étapes. Ok, j'ai fait un apt update, j'ai fait un apt install, mes couilles. J'ai modifié tel fichier de configuration, à la limite 25, j'ai remplacé un dièse par un tiret. Des trucs comme ça. Ça va être assez infernal. On peut se dire, je vais faire un script. Mais vous savez, faire des scripts bash qui vont s'exécuter, qui vont être extrêmement reproductibles, qui vont faire la même chose à chaque fois, même si jamais le fichier de configuration change un peu, etc. Spoiler alert, non. Du coup, on va pas faire ça. Il faut qu'on puisse s'adapter à l'OS, donc je vous ai pris l'exemple de deux versions de Debian différentes, mais Debian ça va encore, ça utilise apt comme gestionnaire de paquets. Si j'utilise Arch Linux, j'ai pas apt, il faut que mon script en bash
Si jamais il contenait apt install nginx, bah, je tombe sur Arch Linux, c'est perdu, ça marche pas. Et le dernier truc, c'est que c'est super long en fait. Installer les trucs à la main, ça prend masse temps. Du coup, Ansible, ça se présente comme une solution qui va viser à représenter l'infrastructure avec du code. Du coup, on a un truc qui est reproductible parce qu'on réapplique exactement le même code et c'est censé refaire exactement la même chose. C'est censé tenir compte justement de la machine. On a un code qui est versionné, donc on sait que ça marchait à tel moment parce qu'on l'a mis dans Git. Bah, on peut le reprendre et on peut redéployer notre infrastructure sur tel commit. On a un truc qui est déterministe parce qu'on va appliquer exactement la même chose, on va faire les mêmes trucs tout le temps. Et c'est idempotent, dans le sens où j'applique Ansible une fois, ça va faire des modifications, ça va installer des paquets, etc. Et si je le réapplique dans la foulée, ça ne va rien changer. Et ça, c'est super important. En pratique, Ansible ne garantit pas l'idempotence. C'est une bonne utilisation de Ansible le rend idempotent. On peut faire de l'Ansible qui ne l'est pas, et on peut faire de la merde, quoi. C'est pas magique. À quoi ça ressemble Ansible en pratique? On a le premier concept, c'est l'inventory. En gros, c'est une liste des machines qui sont disponibles, qu'on peut regrouper en groupes. Du coup, j'ai 3 machines, narvalo.local, frelon.local et unreachable.local. Unreachable est évidemment éteinte, comme son nom l'indique. Là, je fais un groupe qui s'appelle base, dans lequel je mets narvalo et frelon, et un groupe web dans lequel je mets juste narvalo. Très bien. Donc là, j'ai une liste de machines, un inventaire. Ensuite, j'ai un playbook. En gros, je vais avoir une liste de rôles que je vais appliquer à des machines de mon inventaire. Donc là, je prends un... Ça, c'est un exemple de playbook. Donc là, je vais appliquer le rôle common à toutes les machines. Là, je vais appliquer le rôle base au groupe base et le rôle nginx au groupe web. Je mets un petit tag par rôle parce que c'est pratique et on verra ça plus tard. Et du coup, j'ai le rôle, parce que j'en parle depuis tout à l'heure. C'est en fait une liste de tâches et les ressources qu'il faut pour les accomplir qu'on doit exécuter pour accomplir un but. Donc par exemple, le rôle nginx va installer nginx comme il faut. Donc là, par exemple, j'ai un exemple de rôle. J'installe ZSH et je copie un fichier super important dans temp distant. Ok. En pratique, le rôle là, bon, il a un nom. Ça, c'est une définition qui est commune à n'importe quelle étape d'un rôle, n'importe quelle task. Et il a un module. Donc là, j'utilise le module apt. Là, j'utilise le module copy et il y a des modules pour à peu près tout et n'importe quoi. Du coup, on va regarder une démonstration, à quoi ça ressemble Ansible en pratique. Comme j'ai pas envie de me planter, je l'ai enregistré. Et on va regarder direct. Donc là, j'ai un truc avec un ansible.conf, mon host, mon playbook et des rôles. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a dans ansible.conf. C'est un truc très basique qui me dit juste, bon bah voilà, ton inventaire, tu vas le récupérer depuis le fichier host. Le fichier host contient les choses que je vous ai montrées tout à l'heure. Si on continue, voilà, je vous montre que je dis pas de la merde. Le playbook, c'est le même. Et dans les rôles, j'ai mon base, mon common et mon nginx, comme précisé dans mon playbook. Là, je vais appeler Ansible. Oh, c'est laid, c'est très laid. Bon, j'appelle Ansible-playbook sur mon playbook. Je lui mets le tag common pour appliquer le truc common uniquement. Et -diff pour voir la différence que ça va faire. Du coup, j'applique le truc et on voit tout de suite que gathering facts, on va récupérer des informations sur les machines. On voit que unreachable n'est pas reachable, ce qui paraît à peu près logique. Et la tâche d'après, c'est install ZSH. Ok, ça veut dire que tout s'est bien passé, et en pratique, il ne s'est rien passé parce que ZSH était déjà installé. Ensuite, je vais copier mon super fichier important, et on voit que j'ai une différence. Avant, j'avais HeyMate sur sur Narvalo, et maintenant j'ai This is a password. Et on voit le recap à la fin. J'ai j'ai 2 machines pour qui ça s'est passé. Il y a eu un changement, c'était le truc secret, et 3 trucs qui sont bien passés. Ok. Maintenant, si je continue et qu'on va regarder un autre exemple, je vais refaire le truc. Et comme c'est idempotent, il n'y a rien qui a changé. Et là, ça paraît à peu près cool. Maintenant, je vais modifier le fichier que j'envoyais, donc roles common, files et secrets. Donc là, je mets this is a new password, je l'applique. Encore une fois, unreachable ne va pas être reachable. On copie le fichier, et là, on voit this is a password qui a été remplacé par this is a new password. Et jusque-là, tout va bien. Ça paraît à peu près logique. Ensuite, on va retirer le tag common, et cette fois-ci, on va mettre le -l. -l, c'est pour limiter l'application de notre Ansible à une seule machine ou un seul groupe de machines. Du coup, là, je vais mettre la machine frelon. La machine frelon n'existe pas, parce qu'en fait, elle s'appelle frelon.local. Hop, et là, je n'applique que sur frelon.local. Et comme j'ai retiré le tag common, on va appliquer tout le reste. Et là, on voit qu'il y a eu d'autres changements. Par exemple, dans ZSHRC, j'ai rajouté un echo GutenTag frelon. J'ai une variable que j'ai pu utiliser
dans mon truc qui récupère automatiquement le nom de la machine distante et que je peux mettre directement. Donc là, j'ai Guten Tag von Frelon et on verra que quand je vais le mettre sur Narvalo, je vais avoir Guten Tag von Narvalo. Voilà, donc je me connecte sur Frelon et on voit tout en bas là Guten Tag von Frelon. Juste là, pour montrer que ça marche bien. Ok, si je continue, ploum ploum ploum, cette fois-ci je vais pas faire Frelon, je vais faire Narvalo, on va déployer que Narvalo, et il fait les mêmes trucs, ploum ploum ploum, il change le hostname, c'était coucou gconf avant, maintenant c'est Narvalo, et on a bien le Guten Tag von Narvalo. Donc on a un truc qui est assez intelligent, on peut utiliser des variables, on peut faire des choses avec ces variables, et on a un truc qui n'est pas purement déclaratif, mais avec un peu de logique, ce qui est super intéressant. Et en pratique, on va faire d'autres choses, là vous voyez on installe Nginx parce que cette machine est dans le groupe web. Et là, on a Nginx qui a été installé. Et si je curl, on voit que Nginx me répond. Et si je curl Frelon, il ne me répond pas parce qu'il n'a pas été installé. Voilà. Maintenant, si je modifie le password et que je mets un password à la con, je vais refaire mon truc, mais cette fois-ci, je vais mettre -check. -check, ça permet juste de vérifier que ce que je vais appliquer va pas péter des trucs. Donc là, on voit le changement. This is a new password qui est changé en this is a wrong password. On laisse appliquer. Il n'y a rien d'autre qui est modifié parce qu'on est idempotent. Donc tous les trucs qui ont déjà été faits restent faits. Et si je regarde sur ma machine, désolé, autocomplétion est pourrie, je regarde et c'est toujours this is a new password parce qu'on a mis le -check. Donc ça m'a marqué la différence en mode hey, si tu retires le -check, il va y avoir ça comme changement, mais ça ne le fait pas réellement. Et ça, c'est assez pratique. Voilà, c'est un petit tour d'horizon du coup de Ansible. En pratique, on peut faire tout un tas d'autres trucs avec. En vrac, on peut faire des templates pour avoir de la configuration qui s'adapte automatiquement avec des variables. On peut envoyer des fichiers, on a des modules pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Un module pour gérer des conteneurs Docker, un module pour installer des fichiers, un module pour faire de la crypto, un module pour faire plein de trucs. Et ça marche plutôt bien. Du coup, au CRI, on a un giga repo Ansible qui est super gros et qui contient théoriquement tout ce qu'il faut pour redéployer l'intégralité de notre infrastructure juste en faisant un Ansible playbook prout et il y a tout qui se fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Ansible ou sur autre chose? Oui. Non. Pour la simple et bonne raison que on a besoin d'avoir des mots de passe. Les mots de passe ne sont pas stockés en clair dans le repo, mais comme on n'est pas des faisans jusqu'au bout, même des mots de passe chiffrés, on ne va pas vous les donner. Et il y a tout un tas de trucs qui sont trop moches pour être publics. Vraiment. Voilà. C'est vrai que c'est un peu un tort. Faudrait qu'on pense à mettre plus de choses en open source, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de raison de ne pas être open source. Le problème, c'est que ça demande du temps. Il faut retirer des magic values, faut qu'on retire des trucs qui sont hardcodés parce que on n'avait pas le temps et machin. Et si on met des trucs en public, ce sera un peu laid, ce sera pas forcément utilisable par tout le monde. Et ça demande aussi un effort de le maintenir à jour, de répondre à des merge requests, etc. Mais c'est un truc auquel on pense régulièrement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors la question c'est est-ce qu'on utilise Ansible pour Salt? En pratique, non, parce qu'ils n'ont pas le même fonctionnement. Salt, ça va être un serveur sur lequel des minions vont se connecter pour récupérer de la config, et le serveur peut recevoir des commandes pour envoyer des trucs aux minions. Ansible, c'est vraiment le client qui applique des trucs sur le serveur distant. Et c'est assez différent, et en fait, c'est ce qui fait que ça ne fonctionnerait pas trop d'utiliser Ansible là où on utilise Salt. Du coup, les deux sont différents. Par contre, notre Salt serveur et notre stack Salt est déployé avec Ansible. Voilà. D'autres questions? On est good? Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté.